cher Rodrigue, alors on se retrouve encore une fois devant l'Amiga 1000 avec comme premier objectif aujourd'hui ça va être de lui rendre une esthétique un petit peu meilleure. C'est-à-dire que je vais démonter le clavier, je vais extraire la barre espace et la caisse du clavier et je vais les passer un petit coup Retrobrite. Je vais tout démonter la machine pour restaurer son shield qui est très oxydé, et puis ainsi que nettoyer toutes les pièces plastiques, essayer d'enlever toutes les traces, comme il y a ici par exemple, voir un petit peu ce qui va donner tout propre, et peut-être au besoin lui passer un léger Retrobrite pour ramener un peu plus de couleur si je n'arrive pas à enlever le jaune, si le jaune est vraiment dû au vieillissement du plastique et pas de la salissure seulement. Et ensuite, quand il sera remis un peu mieux, je vous montrerai ce que j'ai fait sur la Compact Flash. Donc j'ai fait mon petit sélecteur dans le Startup Séquence pour qu'il démarre automatiquement le Workbench suivant la ROM que je choisis. J'ai installé 2-3 outils aussi sur la carte. Et je vous montrerai aussi mon projet pour cette carte, pour cette AK500+. J'ai designé une boîte en 3D pour le mettre dedans. Je vous montrerai cette boîte et j'appelle un tout petit peu à l'aide. C'est parce que je n'ai pas d'imprimante 3D, et puis je vous montrerai les modèles, et si ça vous intéresse de m'en sortir une en PLA pour que je puisse vérifier les cotes, c'est avec grand plaisir que j'outsourcerai cette création. Mais tout d'abord, on va commencer par la machine elle-même. Donc je vais couper et je vais commencer à démonter la machine, et je vous la montrerai quand elle sera démontée. Donc la toute première pièce à laquelle je me suis intéressé, c'est son capot. J'espère qu'on le voit entièrement. Voilà, mais il a quand même quelques traces que je ne peux pas enlever, qui sont des traces de jauni. Mais il a du jaune aussi sur les endroits plus fins du plastique, où il y a le chanfrein pour la fermeture. Donc apparemment le plastique plus fin a plus tendance à prendre le jaune, mais bon, il va bien. L'intérieur, je vous l'avais déjà montré lors de la première vidéo, mais je me suis rendu compte après que j'avais mal cadré. Donc vous pouvez voir l'intérieur avec toutes les signatures. Il reste un petit scratch ici que j'ai pas réussi à supprimer, mais je l'ai bien estompé. Donc voilà pour la partie supérieure. Bon, je suis assez satisfait, et les marques là ne s'enlèvent pas. Mais ce qui va m'intéresser plus, c'est le shield. Le plus simple d'ailleurs, c'est que je l'enlève. Voilà, on voit qu'il est pas mal marqué. Donc je vais le passer au vinaigre. Il est pas mal à l'intérieur, même s'il y a des marques de doigts, hein, parce que les doigts, ça reste bien marqué sur les shields. Il faut les passer à l'alcool pour éviter qu'il reste des traces de sueur qui fassent de la corrosion. Donc je vais aller nettoyer ça, et puis je vous montre après. Tant que le shield est en train de baigner dans le vinaigre, en fait ce que je fais, c'est, je ne vous l'ai pas montré, mais je mets du papier essuie-tout partout sur le métal qui est oxydé, et ensuite je verse du vinaigre pour bien imbiber le papier, et je le laisse reposer sur le métal, et ça va normalement m'enlever pas mal d'oxydation sur le métal. Donc pendant qu'il réagit, on va continuer de démonter la machine. On voit qu'il y a de la poussière un petit peu partout, que voilà, bon, la carte mère elle aura droit à un petit nettoyage, mais c'est surtout pour avoir tous les plastiques que ça m'intéresse de le démonter. Donc on va démonter la mezzanine. Ça va permettre de voir un petit peu comment elle est fixée sur la machine, parce que je ne l'ai encore pas démontée. C'est une vis très longue. Hop. Une vis. Alors, on va démancher aussi l'alimentation, tant qu'à faire. Ouais, il est détrompé, il n'y a pas de souci. Ils ont eu la bonne idée de mettre un connecteur sur la carte mère, ça c'est pratique. Et ensuite, alors, la carte mère vient avec. Ah, elle a de nombreuses connexions.
Ah, oh. Mais c'est que ça tient très bien. Hein. Ah, là, elle vient. Y aurait-il pas d'autres vis? Apparemment non, il y a un grand connecteur dans le bout. Voilà, il va venir. Il y en a un autre ici. Ah, il y en a un là. Et finalement, la voilà. Ouais, donc elle est fixée quand même par beaucoup d'endroits. Tout ça, ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et encore juste le petit coin là. Donc elle a énormément de connexions avec la carte mère. On voit vraiment qu'ils ont fait ça, Commodore a fait ça. Ils ont été reprendre plein d'emplacements sur la carte mère. J'espère que vous les voyez. Qui normalement auraient dû avoir des puces et qui ont été utilisés avec des supports pour les déporter sur la daughterboard. Ouais, un after design. Donc voilà la mezzanine. Alors là, on a Anus, le CIA, et puis peut-être bien Denise ou son précédent. Ouais, ça doit être Denise. Alors on va s'intéresser maintenant à enlever. Donc il faut que j'enlève. Il faut que je fasse le tour pour enlever la carte là. Donc elle se défait par deux vis qui sont à l'avant ici. Hop, c'est pareil, ce morceau de métal, je vais également le passer au vinaigre. Parce qu'on voit bien qu'il a été manipulé et il est propre d'un côté mais pas de l'autre. Donc, on va d'ailleurs voir comment elle est faite à l'intérieur, si je peux ouvrir la boîte. Ah, il y a des petites rondelles en plastique. Et voilà la carte qui... C'est une Commodore, hein, c'est la carte de 256 kg d'origine. C'est vraiment la Commodore, c'est pas une copie. Donc je vais m'intéresser à restaurer surtout la première partie que j'ai enlevée. Je sais plus où je l'ai posée là. Voilà. Ensuite on a le lecteur de disquette. Alors c'est 4 vis. C'est relativement simple. Faut que je fasse attention. Cet Amiga est monté avec des vis différentes pour absolument tout. C'est pas comme le TO9 qui avait des vis identiques partout. D'ailleurs, puisque j'ai enlevé la carte d'extension, normalement je devrais pouvoir enlever la façade. Il y a des LED pour le power et pour le lecteur de CD. Hop. Et le lecteur des disquettes ensuite, on va débrancher là. Et on va débrancher là. Voilà, lecteur disquette que j'avais déjà nettoyé auparavant. Donc je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais passer un petit coup sur l'extérieur. Sinon c'est tout à l'intérieur, il est déjà tout propre. Donc j'ai avancé un petit peu en enlevant deux vis de la carte mère. J'en ai enlevé un petit peu trop, donc ça va me poser souci plus tard, mais il faudra que je les remette. Parce que ce connecteur n'est pas vissé sur le plastique, mais bien sur lui-même, comme celui-ci. Donc il n'y a vraiment que deux vis à enlever qui sont là. Et après, j'ai vu qu'on pouvait soulever la carte mère. Et de ce fait, on peut avoir la façade arrière. Qui est un peu sale. Mais je voudrais aussi enlever les traces de colle qu'il y a ici. Et puis l'étiquette qui traîne là, qui n'a rien à y faire. Voilà. Ensuite, la carte mère. Donc, a priori, il n'y a rien qui la retient.
rien ou presque, sauf la souris. Il est un petit peu pris sous l'alimentation. Et voici une carte mère d'Amiga 1000. Voilà, je vais continuer. Moi, je vais enlever l'alimentation, puis je vais nettoyer tout ça. Et puis, je vous remontre les pièces après, avant de le remonter. Voilà, pendant que le shield finit de passer au vinaigre et puis de revenir, mais j'ai encore pas été voir, je vais quand même vous en profiter pour vous montrer un petit peu de comment ressortent les plastiques une fois nettoyés, quoi. Toutes traces de colle enlevées, l'étiquette supprimée, voilà, il n'y a plus de traces de colle. Nettoyer la grille, bon, évidemment, c'est marqué bien sûr Rêve A de partout parce que c'est la première release de l'Amiga 1000. Mais le plastique, il n'y a pas de traces de jauni, il est vraiment bien revenu. Pour ce qui est de l'extension, le cache d'extension devant, voilà, il est pas vilain. Bon, il n'est pas tout à fait de la même couleur que l'intérieur, mais c'est franchement tellement minime que ça va bien comme ça. La façade, voilà la façade, on voit que le lecteur du disquette, il a quelques petites traces, bon, mais c'est très légèrement jauni, hein, si on compare cette couleur-là et cette couleur-là, c'est pas super flagrant. Donc voilà, c'est pas mal. Et surtout la caisse, l'intérieur de la caisse et l'extérieur de la caisse. Une fois toute nettoyée, elle rend carrément bien, quoi, cette caisse, hein, elle est en parfait état. Voilà, bon, quelques petites traces jaunes, mais c'est minime, hein. La machine est vraiment superbe. Donc, je vais tout doucement la remonter. Je vous la remontrerai quand elle sera réassemblée avec une carte mère propre et puis le shield propre par-dessus, juste avant de fermer le couvercle. A plus tard. Je ne résiste quand même pas à vous montrer la carte mère une fois dépoussiérée. Elle est impeccable. Impeccable. Et même dessous, elle était un petit peu sale, mais elle n'est pas floquée. Elle est en parfait état. Jolie carte mère. Heureusement, il n'y avait pas de batterie dans ces machines, donc c'est bien. Elle est bien conservée. Donc maintenant, je vais vraiment la remonter. Donc là, voilà, tout remonté, tout revissé. Le shield est entièrement accroché. Comme vous le voyez, j'ai pas réussi à le ramener davantage. En fait, il est parvenu, le shield, malgré l'avoir laissé tremper un bon moment au vinaigre. Non, je pense que sur du métal, c'est facile à enlever, mais sur du brillant comme ça, non. Et c'est pareil pour l'extension de mémoire, donc je l'ai toute passée, mais je peux pas la ramener davantage. Mais bon, la machine est toute propre, comme vous avez pu le voir, donc je vais finir de la remonter. Et le voilà remonté. Mais comme vous aurez pu vous en rendre compte, en fait, j'ai changé d'avis quand j'ai eu fini de faire le clavier que voici, avec son fil également, hein, j'ai rétrobright le fil, c'est bête, mais il était marron, il était plus de sa couleur grise. Voilà comment le clavier est revenu. Il est impeccable. Moi, j'ai quand même protégé le logo, hein, on ne sait jamais, j'avais une protection dessus. Ce clavier est très beau. Donc quand j'ai vu les résultats du clavier, eh bien, je me suis dit que j'allais faire aussi la façade parce que bon, hein. Le capot, je n'y ai pas touché, donc vous pouvez voir la différence entre le capot et la façade. Mais le capot, c'est trop compliqué. En plus, il y a des inserts métalliques qui n'apprécieront pas forcément le oxygéné. Donc le voilà tout rétro-bright. Eh bien, je le trouve très joli comme ça, cet Amiga 1000. Il est impeccable. Je vais vous montrer tout de suite toutes les mises à jour, les petites mises à jour que j'ai faites. J'espère que ça passera avec les conditions de lumière. Si je choisis le Workbench, le Kickstart 1.3, pardon, il va me sélectionner automatiquement le Workbench 1.3. Donc il démarre sur la partition, la première partition, c'est celle qui est active sur la Compact Flash. Et il me démarre le Workbench 1.3. Et par contre,
si je choisis de charger le Kickstart 3.1, eh bien le Startup séquence va voir que c'est le Kickstart 3.1 qui est chargé, donc il va rediriger tous les dossiers par défaut sur la deuxième partition et démarrer le Workbench 3.1. Voilà, voilà. J'en ai profité pour installer 2-3 petites choses comme des WHD Load et quelques jeux. Faut faire attention parce que WHD Load sur le 1000, on n'a pas de touche print screen. Il y a beaucoup de jeux qui quittent par print screen. Donc faut que je les change tous pour les mettre sur F10, ce qui sera plus adapté quand même au clavier de la 1000. Donc voilà un Amiga 1000 qui présente mieux et qui va très bien avec son AK500+, donc qui est capable de faire du WHD Load. Donc voilà, on peut jouer sur cette machine en toute tranquillité. Je vais faire une petite interruption pour... vous voyez l'AK500 est toujours posée sur son carton d'origine, donc je voudrais vous présenter tout de suite quelque chose que j'ai designé pour aller sur cette machine. Je vous retrouve juste après. Donc on se retrouve sur mon PC où je vais vous montrer ce que j'ai designé comme boîte pour mettre cet AK500. Donc je suis sous Linux, j'utilise le premier programme que j'ai trouvé qui va pas mal, c'est OpenSCAD. Donc c'est un logiciel qui est marqué pour programmeur, ouais, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est prendre toutes les cotes du lecteur 1010. Donc j'ai exactement la largeur, exactement la hauteur du 1010 et la fente au même endroit, voilà, le logo au même endroit. Donc je me suis créé une façade avec un petit trou pour mettre une LED rouge au même endroit où il y a la LED sur le 1010 qui permettra d'avoir l'activité disque de l'AK. À la place du logo, j'ai designé un petit logo qu'on voit pas très bien là à cause de la 3D, voilà. Donc il est juste en surimpression et sera donc à peindre. De l'intérieur, on voit pas, il n'y a pas grand chose, donc il y a un chanfrein qui rentre dans la partie inférieure et supérieure et les trous pour les pitons de fixation, la façade est maintenue par le haut et le bas, et un support pour la LED. Après, ce que j'ai dessiné, c'est la partie basse. Donc vous pouvez voir que en fait toute la création de ces modèles c'est fait par des calculs et des différences d'objets. J'ajoute un objet, je soustrais un autre, voilà. La partie basse, donc je suis parti toujours sur le même modèle que le 1010 avec une partie basse qui s'enfiche dans la partie haute avec un chanfrein tout le tour qui permet aux deux pièces de s'emboîter. On voit le chanfrein en façade qui permet justement de laisser la façade rentrer à l'intérieur des pièces hautes et basses, rentrer de 9 mm pour laisser un tout petit millimètre de jour. Pareil ici, il y a un millimètre de jour entre la partie haute et la partie basse. J'ai positionné les petits plots avec les triangles pour soutenir l'AK500+. S'il manque des petits triangles sur certains endroits, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'électronique sous la carte et je voulais pas que ça gêne. Et voilà, donc des plots qui permettent aux vis de traverser et qui viendront se fixer sur la partie supérieure. Donc à gauche, on a la sortie, la connexion sur le port d'extension de l'Amiga 1000. Et à l'arrière, c'est une fente pour pouvoir insérer les compacts flash dans l'AK500+. Voilà, j'ai mis les aérations comme elles sont faites sur le 1010, c'est juste pour une question de... Voilà, de pourquoi pas. Là on voit une place, il y a un tout petit creux de 1 mm, c'est pour placer les pieds, que je vais vous montrer après, et une place pour une éventuelle étiquette, comme sur le 1010. Ensuite, pour les pieds, ce sont des pieds au même modèle, ils sont à l'envers ici, que les pieds de l'Amiga 1000. Voilà, donc comme ça.
On voit que sur la partie inférieure, j'ai décalé un plot tout dans le coin ici pour laisser passer le port d'un côté et le PCMCIA et les cartes CF pardon, de l'autre. Le pied, donc la vis, elle traverse le pied, la quatrième vis. Donc voilà, ce sont des pieds légèrement triangulaires comme sur l'Amiga 1000. Ensuite, j'ai fait la partie supérieure, donc la partie supérieure toujours comme le 1010 avec ses ouïes d'aération à l'arrière. Il n'y a vraiment rien de particulier dans cette pièce. Donc les plots sur lesquels vont se fixer les vis, vissés par en dessous pour fermer le lecteur. Et toujours le même chanfrein et les mêmes petits tenons pour la partie supérieure. Maintenant, si on regarde la boîte entière, elle ressemble à ça. Elle fait exactement la hauteur de l'Amiga 1000. Si on la met à côté de l'Amiga 1000, on a les pieds de même hauteur et la hauteur ici, comme le 1010 et l'Amiga 1000, de 70 mm. Donc elle finit exactement à la hauteur de l'Amiga 1000 et elle est d'une profondeur permettant de poser le 1010 dessus. Le 1010 dépasse un tout petit peu, mais les 4 pieds du 1010 sont bien posés sur cette boîte. Les pieds seront donc collés parce que c'était très difficile de les intégrer à la partie inférieure. Et voilà, la boîte toute montée, on voit le petit jour d'1 mm tout le tour et le petit jour d'1 mm sur la face devant. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur le modèle 3D que j'ai fait. Mon but, c'est de trouver quelqu'un qui veuille bien me l'imprimer parce que je n'ai pas d'imprimante 3D. Un simple modèle en PLA suffirait déjà à ce que je vérifie toutes les cotes. Et mon intention après, c'est de le mettre en open source sur GitHub. Donc tout à chacun pourra modifier le modèle ou générer les STL pour les imprimantes 3D. Donc voilà, mon 1000 est tout beau et est utilisable. Je crois que je ne vous le remontrerai pas dans les semaines qui viennent, ce 1000, à moins que je fasse encore une grande découverte pour cette machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous êtes encore là, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc moi je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.